Nous voici à La Chaux-de-Fonds, un centre industriel de l'horlogerie suisse. Cette ville, située dans le canton de Neuchâtel, a accueilli certains des noms les plus célèbres de l'horlogerie. Parmi eux se distingue un nom d'une grande influence, Breitling. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par le directeur des opérations de la marque qui va nous offrir une visite de leurs installations en toute transparence et nous montrer comment leurs montres sont fabriquées. Nous aborderons la recherche, le développement, le design, l'assemblage et la démonstration des techniques perfectionnées en plus de 140 ans qui ont fait de Breitling l'un des horlogers suisses les plus réputés. Eh bien, Daniel, merci beaucoup de nous accueillir ici chez Breitling. Je sais que nous avons beaucoup de choses à découvrir sur ce site. Peut-être pourriez-vous d'abord nous expliquer ce que nous allons voir aujourd'hui et où exactement nous nous trouvons. Nous sommes la manufacture spécialisée dans la chronométrie. Et dans ce bâtiment spécifique, nous nous concentrons sur le développement et la production du mouvement jusqu'à l'homologation. Et aujourd'hui, je pense que nous allons commencer vraiment par le début, là où tout commence, c'est-à-dire au bureau technique où nous faisons la conception, la construction du mouvement. Et ensuite, nous passerons par toutes les différentes étapes jusqu'au retour à l'homologation du produit. Donc aujourd'hui, ce sera une vue d'ensemble de la façon dont une montre Breitling est construite, depuis le concept imaginé jusqu'au produit fini. Absolument. Allons-y! Allons-y. Donc ici, dans cet atelier spécifique, nous sommes au bureau technique, principalement pour le développement du mouvement. Et tout commence ici pour faire la première construction, la conception, la simulation, puis nous pouvons commencer avec déjà une très bonne base pour le prototypage. Quand vous développez cela, quel est le processus? D'où partez-vous et combien de temps cela prend-il? J'imagine que cela demande réflexion. Vous avez utilisé votre B01 dont la conception remonte à 2009. Je suis certain qu'il y a eu des années de développement avant. Comment ce processus est-il né et quelle méthode utilisez-vous pour le tester? Mais nous avions d'abord un certain nombre de contraintes, puisque nous utilisions bien sûr notre mouvement B01, ce qui était absolument essentiel pour lancer ce projet. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a peu de marques qui possèdent un calendrier perpétuel basé sur cela. Le premier défi était de pouvoir utiliser notre base pour développer ce modèle spécifique, puis d'obtenir un modèle très lisible, avec des informations claires sur les cadrans. Quand vous fabriquez un composant comme celui-ci, réalisez-vous et produisez-vous tout le module perpétuel en interne, de la conception au développement? Est-ce que vous faites aussi le prototypage directement dans cet atelier? Oui, certains éléments sont réalisés en interne, surtout pour le prototypage. Mais de toute façon, nous travaillons en étroite collaboration avec un certain nombre de partenaires spécialisés pour chaque partie spécifique. Mais encore une fois, ce qui est pour moi le plus important, c'est la conception. Parce que nous ne parlons pas seulement des fonctions, nous parlons vraiment en même temps de la fiabilité du mouvement. Bien sûr, le prix, le coût, c'est aussi un élément très important. Nous devons réfléchir à la façon de produire ou assembler le mouvement. Et encore plus important, c'est aussi la réparabilité, la capacité d'assurer un service dans le monde entier pour nos clients. Et ce sont tous les éléments que nous devons prendre en compte dans notre propre bureau technique. Aujourd'hui, nous sommes dans le laboratoire qui soutient le développement du mouvement et la production. Lorsque nous avons, je dirais, un problème ou quelque chose, nous pouvons effectuer tous les tests et analyses. Mais le plus important, c'est le soutien que cela apporte au développement du mouvement. Et ici, nous pouvons simplement voir un exemple, d'accord, de ce que nous faisons en termes de vérification des matières premières pour nous assurer de la qualité des matières premières. Ou parfois sur le traitement de surface ou sur certaines marques que nous pouvons observer sur certains composants. Ici, nous avons la masse oscillante en or 22 carats sur laquelle nous avons observé certaines marques dont nous ne comprenons pas la présence ici et là. Grâce à l'analyse, nous sommes en mesure de fournir le bon plan d'action pour corriger l'erreur. Donc vous avez ce tableau périodique ici, et il va vous donner une analyse basée sur ce scan. Oui, selon nos résultats, il s'agit peut-être juste d'un nouveau nettoyage. La masse oscillante résoudra le problème, ou peut-être que nous devrons revenir sur le processus où nous avons identifié quelque chose qui ne va pas. Je pense que l'autre point que je voudrais souligner ici aussi, c'est que nous parlons d'un grossissement très important de cela. C'est presque au-delà de ce que l'œil nu pourrait remarquer. Mais c'est le niveau de détail que vous examinez. Vous essayez toujours de... Non. Bien sûr,
Visez la perfection autant que possible. Absolument. Et ici, nous voyons cela parce que nous sommes dans la manufacture. Et bien sûr, manufacture signifie cela. Il y a beaucoup de choses faites par la main de l'homme. Mais parfois, la nouvelle technologie nous aide à aller au-delà de ce genre de choses. L'étape suivante que nous voulons voir est le test de vieillissement ici. Ce que nous pouvons voir, c'est le test du poussoir. Et nous effectuons un essai de vieillissement qui simule 16 ans. Combien de temps ces pestes simuleront-ils? 16 ans. Donc pour celui-ci en particulier, cela prend 3 jours, 24 heures sur 24, sans interruption. En cas de défaillance ou d'incident, nous pouvons analyser pour comprendre l'origine du problème. Est-ce un problème de poussière ou est-ce le matériau, est-ce l'assemblage? Et comme nous sommes dans un processus d'amélioration continue, lorsque nous introduisons un nouveau matériau ou un nouveau fournisseur, peut-être, ou si nous avons changé quelque chose, nous refaisons toutes les qualifications. Et tout cela est relié à un ensemble de données. Donc, vous pourriez probablement déterminer exactement quand, à quel moment, vous rencontrez cet aspect d'usure et où. Les choses peuvent se détériorer, à la fois en interne, mais aussi peut-être plus en externe. Ou quand je dis en externe, peut-être que quelque chose comme les aiguilles ou n'importe quoi de ce genre pourrait être déréglé. En même temps, nous faisons la simulation des fonctions. Donc nous analysons aussi le mouvement en termes de précision, de stabilité et des choses comme ça. D'accord, maintenant nous allons voir un peu la remise à zéro du chronographe et observer ce que nous pouvons observer ici. C'est une simulation de ce que fait l'aiguille des secondes lorsqu'elle est remise à zéro. Quand vous appuyez sur ce poussoir de remise à zéro, c'est ralenti. Quel est le débit d'image de cette vidéo? À combien d'images par seconde? Donc ici, pour avoir la possibilité de voir quelque chose, c'est à 4500 images par seconde. Si vous réinitialisez un chronographe, vous verrez ici quelque chose de surprenant, surtout si vous ne l'avez jamais observé aussi lentement. Absolument. La première fois que j'ai vu l'image, j'ai aussi été un peu surpris. Parce que lorsque vous observez avec votre propre chronographe, on dirait que l'aiguille vient se placer à 12 heures. Et ici, c'est la réalité de ce que fait la séquence finale. Ça repart vraiment très loin en arrière, puis ça revient encore et encore. Et ici, vous pouvez voir que ça prend une longue période. Il semble que ça prenne beaucoup de temps avant de se stabiliser, alors qu'ici, bien sûr, c'est fait instantanément. Ce qui est important à voir quand on fait ça, c'est de vérifier d'abord que visuellement, tout fonctionne. On ne peut jamais rien voir lors de l'utilisation normale de la montre. Et le défi ici, c'est d'offrir des aiguilles très fines et délicates sur le plan esthétique et du design, mais en même temps très résistantes. Non seulement pour une seule remise à zéro, mais pour une remise à zéro effectuée par un client pendant au moins 16 ans. Quelles étaient les considérations lorsque vous faisiez ces tests? Y a-t-il eu un moment où vous avez constaté beaucoup de tension, où quelque chose aurait réellement pu casser? Parce que lorsque nous regardons un chronographe, les aiguilles, ou simplement les aiguilles en général, nous pensons juste à l'esthétique. Mais dans un chronographe, je veux dire, vous devez gérer cette remise à zéro. Beaucoup de couples s'accumulent, il faut donc revenir en position de repos. Une partie du composant s'usait-elle vraiment? En fait, il y a différents paramètres. Le premier, bien sûr, c'est le design lui-même. Et pour cela, nous devons jouer avec la largeur des extrémités, l'épaisseur et aussi le choix du matériau lui-même. Donc, vous essayez de renforcer cela, mais vous ne voulez pas interférer avec tout le travail qui a été fait du point de vue du design. Absolument. Nous essayons toujours de respecter le design qui a été réalisé dans notre studio de design pour préserver les codes. Mais en même temps, cela doit fonctionner. D'accord, donc aujourd'hui, nous avons déjà vu différents tests. Nous avons vu des simulations, nous avons parlé de la théorie, mais maintenant, nous sommes dans des conditions réelles et ici, nous avons exactement ce à quoi une montre doit résister. Nous simulons sa chute par terre. C'est donc un test de choc. C'est essentiellement un test de choc. C'est le pire. Et nous avons déjà effectué de nombreux autres tests. Au final, c'est celui-ci qui nous donne une idée concrète de la fiabilité du produit. Est-ce que je peux le faire, s'il vous plaît? Très bien. J'adore le fait qu'on ait toutes ces machines complexes. Mais ensuite, avec un bon vieux marteau à bascule, qu'est-ce que ça simule? Comme un test de chute à une certaine hauteur? Oui, normalement, ça simule une chute d'1 mètre environ. Vous avez votre montre et elle tombe par terre. Donc si vous l'aviez, comme à votre poignet ou sur une table, et qu'elle tombe, cela vous permettrait de savoir si elle va résister à ça. Et nous faisons cela pour chaque nouvelle montre que nous développons et mettons sur le marché.
Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de micromécanique avec un support pour le développement des mouvements, des montres et de l'habillage. En même temps, nous avons également la production de certains composants de mouvement. Donc c'est un atelier qui alimente différents départements de Breitling. Absolument. Ici, nous avons nos deux machines CNC 5 axes sur lesquelles nous fabriquons des boîtiers, des fonds de boîtiers, des lunettes, des couronnes, des poussoirs, ce genre de choses, par exemple. Ici, juste là, nous avons un exemple d'autres composants que nous fabriquons, mais cela sert à soutenir la production. Par exemple, nous avons le plateau où nous plaçons les rubis, puis il sera utilisé dans l'atelier T0 pour le pick and play. Mais nous devons avoir ce genre de choses et ici, nous sommes capables de les produire aussi en interne. Donc ces kits, même les plateaux de kits. Exactement, et cela soutiendra la production que nous verrons dans une minute. Intéressant. Maintenant, nous allons à la machine d'électroérosion, où nous pouvons fabriquer très efficacement de nombreux composants. Ici, vous pouvez voir, le système il fonctionne avec un fil que vous pouvez voir ici, sur lequel nous avons 60 km. Le fil des fils qui coupent le matériau. Et ici, vous pouvez voir quelques exemples de différents composants que nous fabriquons ici. Ceci est plutôt pour des composants de mouvement. Nous avons assez d'espace, nous mettons le même composant, mais 2, 3, 4 fois sur les mêmes plaques. Et en une seule étape, nous pouvons alors obtenir de nombreux composants différents que nous utiliserons généralement pour la première phase de prototypage. Pourquoi souhaitez-vous encore développer des composants en interne et procéder ainsi? Ici, en particulier, c'est pour rendre le processus de développement plus rapide. C'est une question de délai de mise sur le marché. Parce que si nous sommes capables, nous faisons la simulation au bureau technique, nous faisons le prototype, puis nous le testons directement juste à côté au laboratoire. Nous pouvons voir s'il y a des faiblesses ou des choses à améliorer, puis nous refaisons des modifications au bureau technique, nous refaisons le prototypage ici, nous retestons et nous homologuons. C'est vraiment un processus de développement court et rapide pour n'importe quel nouveau composant. Alors Daniel, y a-t-il un composant spécifique ou des composants dont tu tiens vraiment à préserver le savoir-faire? Le balancier. Donc, tu peux en fait encore les produire ici. Tu n'as pas besoin de dépendre des fournisseurs si ce n'est pas nécessaire. Pour nous, c'est stratégique d'avoir ce savoir-faire, de le conserver. Et nous continuons à produire chaque jour un certain nombre de nos balanciers que nous fabriquons sur ce tour. Et par exemple, avec l'exemple ici où nous partons d'une barre de matière première à partir de laquelle nous faisons tout le tournage. Bien sûr, ce n'est absolument pas toute la production car nous avons besoin de beaucoup plus que cela. Mais il est important de garder et de conserver le savoir-faire en interne. Donc, ce qui va se passer, c'est que cela va aller dans cette machine et elle va simplement commencer à les découper progressivement, à découper les balanciers. Mais bien sûr, nous utilisons aussi ce tour pour d'autres types de petits composants que nous sommes capables de fabriquer. Et encore une fois, c'est très utile lorsque nous faisons du prototypage pour un nouveau mouvement ou pour améliorer certains composants que nous produisons d'abord en interne afin de faire tous les tests. D'accord, maintenant nous entrons au début de la production des mouvements. Donc nous travaillons dans les ateliers de fraisage où nous fabriquons tous les composants, toutes les ébauches, comme on dit en français. Et ici, vous avez plus ou moins le même type d'équipement où nous fabriquons en même temps la platine principale, mais aussi tous les autres ponts. Il y a 4 grandes étapes. La première, c'est le fraisage lui-même de toutes les opérations jusqu'à ce que nous séparions le composant de la platine, ce qui se fait aussi dans cet atelier. Et ensuite, nous passerons au sablage. C'est une opération que nous commençons pour enlever un peu les débris sur les composants. Oui, et aussi toutes les marques du fraisage. Et ensuite, nous continuons aussi avec un traitement d'ébavurage à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. Toutes ces machines dans cette pièce peuvent être programmées et réglées pour des composants spécifiques.
elles reçoivent ces plaques à l'intérieur, comme ici, c'est bien ça? Ici, nous avons la représentation exacte des 8 composants que nous produisons ici. Ils commencent tous à partir de la même forme. C'est une plaque de matière première. Mais même si l'épaisseur est différente selon le besoin et le composant. Par exemple, une platine principale utilise un matériau plus épais qu'un pont. Absolument d'accord. Et oui, bien sûr, nous parlons toujours de la qualité du mouvement, de la qualité du composant. Mais pour nous, ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir produire efficacement. Efficacement, c'est-à-dire maîtriser la qualité et aussi maîtriser l'efficacité. Et vous pouvez voir un exemple où nous produisions au début avec seulement 2 ou 3 composants dans la plaque. Et maintenant, nous avons optimisé en ayant 4. Et juste pour vous donner une idée de l'échelle, je veux dire, si vous avez une platine principale d'un B01, il va y avoir plus de 350 composants rien que sur ce mouvement. Je veux dire, c'est presque une petite ville à cette échelle. Donc à l'échelle, nous parlons de 8 composants sur plus de 300. Mais même pour tous les pivots de la platine principale, je veux dire, il faut prendre en compte tous ces trous. Il y a beaucoup de choses à gérer pour la programmation de ça. Non. C'est sans aucun doute le composant le plus complexe. Tous les points de pivot, tout, je veux dire, et la précision doit vraiment être extrême, je dirais. Dès que nous avons terminé le processus de fraisage, il passe par le sablage afin d'enlever toutes les marques d'usinage sur le mouvement. Et vous verrez un équipement entièrement automatisé où nous pouvons traiter les 2 côtés de la platine, où nous allons ensuite enlever complètement les marques. En même temps, c'est la première étape pour enlever un peu les bavures qui nous restent après l'usinage. À côté de cette station, nous verrons un autre équipement où nous utiliserons de l'eau à haute pression sur la platine pour, à cette étape, vraiment enlever complètement les débris. Et ensuite, nous aurons simplement un contrôle final de la pièce terminée. Ici, comme nous sommes au début de la production avec le premier élément, la base du mouvement que nous produisons. Toute l'année, 24 heures sur 24, la qualité de ces composants doit être parfaite. C'est pourquoi nous avons ajouté, il y a quelques années, de nouveaux équipements capables d'effectuer un contrôle automatisé à la fois pour les dimensions et aussi pour la position de tous les éléments que nous avons. Et grâce à ce nouvel équipement de contrôle automatique, nous avons pu multiplier par au moins 10 le nombre de contrôles qualité que nous effectuons tout au long du processus de production. Donc ce que cela permet de faire, c'est qu'après avoir terminé l'usinage, nous effectuons un test avant que la pièce ne soit envoyée à l'horloger pour l'assemblage. Nous parlons de G1 comme s'il pouvait tout perfectionner pour garantir que cela fonctionnera une fois entre les mains d'un humain. Cela doit être parfait pour passer à l'étape suivante. Oui, c'est ça. Mais pour cela, c'était vraiment un processus difficile et long de contrôle manuel. Et grâce à la nouvelle technologie, nous avons vraiment encore amélioré la fiabilité du mouvement. Daniel, à mesure que nous avançons dans ce processus d'assemblage, il y a le préassemblage et le T0. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ce processus, peux-tu expliquer ce qui se passe ici, ce qui est fait et à quel niveau interviennent l'humain et l'automatisation selon les tâches? C'est bien ça? Oui, ici nous sommes dans le préassemblage, ce qui signifie que nous prenons les différentes pièces qui ont été produites, soit en interne, soit achetées, et nous les assemblons toutes ensemble. Selon le besoin, nous pouvons utiliser, comme tu l'expliques, une presse manuelle pour assembler certains petits composants. Mais quand cela devient plus complexe, et ici nous parlons du garnissage, le mot en français, où l'on place les rubis, les petites goupilles sur la platine principale ou sur les ponts. Ici, nous utilisons généralement des équipements plus automatisés. Il reste une part d'intervention humaine dans ce préassemblage. Sur quoi travaillent ces techniciens ici? Donc ici, par exemple, ils travaillent sur les différentes étapes nécessaires pour assembler le mobile de seconde du chronographe, qui est certainement l'un des composants les plus complexes du mouvement. Des axes très longs et précis. Nous avons organisé tout l'atelier autour des différentes étapes nécessaires pour le réaliser. En passant dans la pièce suivante, je pense qu'il y a un autre point à aborder ici. Il s'agit du préassemblage d'un mouvement plus large.
mais il y a aussi des pièces individuelles qui peuvent être préassemblées ici également. Nous parlons donc de la trotteuse centrale, fabriquée dans ce département. Donc pour des mouvements plus complexes comme ceux d'un chronographe, ce travail est effectué à 7 étapes, afin que, lorsque vous passez à T1, le processus d'assemblage horloger puisse avancer beaucoup plus rapidement. Oui, parce que par exemple ici, nous savons que dans le chronographe, nous avons plus de 300 composants, avec le préassemblage où nous prenons un certain nombre de composants que nous regroupons tous ensemble, ou tous les petits éléments comme les goupilles ou les pierres que nous plaçons sur les ponts. À la fin, nous avons plus ou moins 30 kits que nous allons amener sur la ligne d'assemblage. Donc vous êtes essentiellement ici en train de créer ces kits. Et ce qui va dans ces kits dépend du mouvement réel et de ce que la montre sera finalement. Absolument. Et bien sûr, nous avons, comme nous le voyons ici, des opérations manuelles selon les besoins. Et ensuite, nous pouvons avoir des équipements plus élaborés et plus automatisés selon ce que nous voulons atteindre. Donc, vous avez des opérations manuelles, vous avez des opérations semi-automatisées, vous avez vraiment une automatisation complète selon ce que... Et nous sélectionnons l'équipement en fonction de la complexité de l'opération que nous devons effectuer, en fonction également de la quantité à produire, ainsi que du niveau de précision. Parce qu'après cela, cela va passer à l'assemblage T1. Si vous ne faites pas bien les choses à cette étape, vous risquez de créer plus de travail à l'étape suivante. Entre le préassemblage et l'assemblage, parce que nous devons tout revérifier et retoucher beaucoup de choses. Tout ce que nous avons fait dans le passé a dû être beaucoup retouché. Maintenant, avec le nouvel équipement, avec les deux types d'équipements, nous pouvons atteindre un niveau de qualité et de répétabilité encore meilleur. En ce qui concerne le réglage de ces machines aussi, parce que ce n'est pas parce que c'est automatisé qu'il n'y a pas d'étape nécessitant une intervention manuelle. Absolument. Combien de temps faut-il réellement pour régler ces machines? Quand on maîtrise parfaitement l'équipement, de toute façon, il faudra au minimum 3 heures pour le régler. Mais en même temps, si on passe à l'autre équipement automatisé, le temps de réglage sera même doublé. Ici, nous arrivons à l'un des équipements automatisés les plus complexes que nous utilisons. Par exemple, pour la platine, c'est là que nous avons le plus grand nombre de composants à installer et à fixer sur cette platine. Tous les composants. Il y a environ 35 capacités différentes pour les plateaux. Et le système sait placer intelligemment chaque composant. Celui-ci, pièce sur le... Exactement. Ce que vous devez faire, c'est prendre la pièce sur le plateau et la placer parfaitement avec la bonne pression, la bonne précision. Et c'est vraiment essentiel pour maîtriser la qualité. Oui, c'est incroyable. Donc, dans cet atelier spécifique, le réglage, nous avons 18 étapes différentes. Ce qui est important, c'est simplement d'en regarder quelques-unes. Donc ici, vous verrez l'opération où nous assemblons le collet à l'intérieur du spiral par soudure. Et c'est ce que vous pouvez voir ici à l'écran. Appliquez un peu de chaleur juste à cet endroit et c'est là qu'il sera fixé à la masse centrale du spiral. C'est crucial car vous évoquez l'équilibre lors de la transition vers d'autres étapes, la masse centrale et l'importance d'un point de fixation parfait. C'est tellement crucial, c'est le point de départ, là où nous commençons, puis nous passerons par toutes les autres opérations pour obtenir le bon équilibre du balancier et de l'anneau de retenue. Ceci est seulement une des 18 étapes présentées ici. Absolument. Donc, une autre étape ici que nous allons examiner consiste à s'assurer que le balancier va tourner correctement. Ainsi, nous aurons cette oscillation une fois que l'horloger l'aura réellement en main. Donc, ce que nous voyons ici, c'est simplement ce test. Une fois que le spiral est installé, que le balancier est en place, on vérifie cette rotation. Absolument, et c'est vraiment essentiel. Si nous sautons cette étape, nous ne pourrons jamais régler correctement le mouvement. Et qu'est-ce qu'un technicien observe lorsqu'il regarde cela? Ils ont cette loupe qui leur permet de voir de très près. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans la rotation du balancier? Et comment diagnostiquent-ils si cela fonctionne correctement ou non? Un élément clé est de vérifier à 2 reprises qu'il est complètement plat. Il ne doit pas basculer, même légèrement. Il doit être parfaitement régulier en termes de planéité. Et c'est l'un des éléments clés pour vérifier que cela fonctionnera correctement. Donc ce que nous voyons ici, c'est qu'avec tous les composants, que vous les produisiez ou que vous les receviez de fournisseurs,
Vous les testez pour vous assurer qu'ils fonctionneront réellement selon vos normes lorsque cela arrivera entre les mains de l'horloger. C'est exact. Et donc ici, nous sommes sur les contrôles à réception pour tous les composants. C'est pourquoi nous vérifions 100% des différents composants. Nous avons aussi besoin de divers équipements. Tout d'abord, un bon exemple est cet appareil automatique de contrôle des barillet, ce qui signifie qu'avec cet équipement spécifique, nous vérifions tous les barillets. Ce qui signifie que nous vérifions si toutes les spécifications sont respectées. Et lorsque tout est en ordre, nous savons que la réserve de marche du mouvement sera respectée. Donc ceci sera le barillet et puis aussi le ressort principal à l'intérieur ici. Ainsi, vous pouvez réellement voir. D'accord. Et nous pouvons aussi voir la différence, car ici, nous contrôlons 100% de la production, un volume énorme, et ici, nous avons un autre type de contrôle. Si par exemple, nous avons le contrôle dimensionnel du poids oscillant du B19, les versions spécifiques que nous avons développées pour le 140e anniversaire, et ici c'est un exemple où un opérateur vérifie individuellement tous les différents éléments dimensionnels du poids oscillant. Ils ont donc cette superposition pour vérifier et s'assurer que tout est aligné. Exactement. Et ceci est une mesure en 2 dimensions. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de composants plus complexes, et ici par exemple nous avons la platine principale, ici, nous l'avons envoyée à un fournisseur pour toute la décoration et le traitement de surface. Et lorsqu'elle revient, nous refaisons tout le contrôle dimensionnel, mais en 3 dimensions, pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas de déformation ou d'autres défauts. Et donc 100% de ces composants, et juste pour donner une idée de l'échelle, je veux dire, on parle de centaines et de centaines de composants qui ont tous leur propre protocole pour être acceptés. Donc, vous devez développer le processus selon vos propres normes, puis vous devez réellement l'exécuter en interne. Oui, absolument. Et nous définissons cela pour chaque composant, parce que la complexité n'est pas la même. Et nous avons un protocole spécifique pour chaque composant. Et nous avons un ratio entre le nombre de production et le nombre qui doit être contrôlé. Et si le niveau de qualité n'est pas atteint, nous rejetons tout le lot. Vous aurez un échantillon de contrôle statistique si ce seuil est atteint. Vous avez déjà fait cette analyse pour être efficace et utiliser des statistiques pour le déterminer. Exactement. Donc enfin, nous sommes à l'étape d'assemblage du mouvement. Et ici, nous avons une ligne d'assemblage automatique très spécifique. Tout commence ici. Donc vous avez essentiellement un tapis roulant qui va déplacer tous ces mouvements. Oui. Vous avez l'endroit où nous allons placer le récipient. Oui. Donc ça ira ici, ça ira sur ce tapis roulant, et ensuite vous avez toutes ces stations. Donc ces stations sont développées en fonction des différentes étapes du processus d'assemblage. Et ensuite, à partir de cet identifiant, il saura à quelle station ce mouvement doit s'arrêter. C'est bien ça? Exactement. Vous pouvez voir ici qu'il arrive sur le banc spécifique. Et ici, par exemple, vous avez 10 récipients qui vont tourner. Ici, à cette station, c'est 9 fois, parce que nous avons 9 opérations spécifiques. Et ensuite, si vous regardez une vue de dessus de toutes ces pièces, l'installation est organisée tout autour du processus nécessaire pour assembler ces mouvements. Et puis il y a probablement des goulots d'étranglement ou des étapes qui prennent peut-être un peu plus de temps. Donc vous devez réfléchir de manière méthodique en tant que personne qui supervise l'organisation à ce niveau et qui pense à l'efficacité. Par exemple, à quoi faites-vous attention lorsque vous installez ces postes? Quels autres éléments faut-il considérer ici? Donc au final, ce qui est important, c'est le temps que prennent certaines opérations que nous avons conçues pour l'atelier. Et ici, ce que vous avez vu à la première station, c'était juste un seul poste où nous effectuons ces 9 opérations. C'est assez rapide et une seule station suffit. Mais par exemple, maintenant, nous allons arriver à la station où nous travaillons sur le mécanisme du chronographe. Et ici, nous avons 14 étapes différentes sur un seul poste. Et toute cette opération prend pas mal de temps. Et pour équilibrer un peu le flux de production, nous avons ici 3 postes qui effectuent la même opération.
Et donc avec l'opération la plus rapide et la plus longue, on équilibre pour ne pas perdre de temps et vraiment optimiser le temps global pour l'ensemble du processus. Bien sûr, à la fin, nous en parlerons et passerons à travers. Vous voyez ici la chronométrie, où, à la fin du processus d'assemblage, nous faisons tous les tests de performance, la précision dans les 5 positions et ainsi de suite. Et ensuite, si nous devons retoucher ou faire un ajustement, alors le mouvement passe entre les mains du maître horloger expérimenté. Donc cette salle est plutôt destinée à l'assemblage de mouvements spécialisés. Ici, nous voyons, vous savez, le B19. Nous avons vu l'assemblage de certains calibres de base, comme le B01, mais il existe des étapes supplémentaires pour un mouvement comme celui présenté ici. Oui, absolument. Et même si le B19 est réalisé à partir du B01 sur la base du mouvement B01, nous avons certains composants spécifiques. Par exemple, nous avons la masse oscillante, le balancier à inertie, nous avons aussi un barillet spécifique. Et cela est préparé sur la ligne automatique. Ensuite, nous venons ici pour ajouter les modules de calendrier perpétuel. Même le premier balancier à ressort. C'est une considération différente pour ce mouvement, avec une capacité moindre, donc vous n'effectuerez pas tous vos mouvements ici. Ce sont surtout des éditions spéciales avec des grandes complications. C'est ce qui va se passer ici. Tout ce qui nécessite un haut niveau de savoir-faire horloger, quand on considère que le temps d'assemblage d'un B19 par rapport à un B01 peut être 3 ou 4 fois plus long. Plus longue. Waouh, parce qu'il faut prendre en compte que nous avons 2 grandes complications. Le mouvement chronographe en lui-même est déjà une grande complication, à laquelle on ajoute un second module de haute complication qui est un calendrier perpétuel. Ici, c'est une salle de techniciens probablement plus qualifiés, comme des horlogers. Absolument. Moins d'opérateurs, plus d'horlogers et je dirais même des horlogers expérimentés. D'accord, c'est ici que vous trouvez le côté plus artisanal de Breitling. Et nous avons toute la formation nécessaire pour que les gens atteignent cette étape. Oui, absolument. D'accord. D'accord, donc aujourd'hui, nous arrivons enfin à la fin du processus. Nous voici dans l'atelier T2, c'est-à-dire l'emboîtage, où le mouvement est inséré dans le boîtier afin que la montre devienne étanche. Donc c'est la finalisation de la tête de montre. On prend le mouvement, ajoute les aiguilles et le cadran, puis le boîtier. Absolument. Ici, vous pouvez voir que nous avons développé pour chaque nouvelle création un réglage parfait, en particulier pour l'opération très délicate qu'est le réglage final. Donc, appuyez là-dessus pour que tout soit bien en place et que vous ayez tous les outils nécessaires. Gardez-le prêt à être utilisé pour la nouvelle série. Et ensuite, nous commençons les premières étapes. C'est ici que nous posons le mouvement, les cadrans et les aiguilles. Cette opération se fait sous flux laminaire afin d'éviter toute poussière, ce qui est vraiment problématique pour le mouvement et la montre, bien sûr. Nous continuons avec l'emboîtage, où nous plaçons le mouvement avec les cadrans et les aiguilles à l'intérieur du boîtier. Nous le refermons et à partir de là, nous commençons tous les contrôles d'étanchéité ici. Ensuite, nous effectuons tous les contrôles de précision et de réserve de marche. Y a-t-il un problème ? Quelque chose s'est-il passé, esthétiquement ou techniquement? Cela retourne chez l'horloger, ils peuvent faire ce que nous appelons en français le décotage pour corriger l'erreur. On recommence et la montre repasse à nouveau par tous les contrôles. Daniel, ça a été une longue journée. Je vous ai bien sollicité, mais merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de Breitling. Je suis venu ici, j'ai visité de nombreuses manufactures, mais j'apprécie vraiment la transparence sur chaque étape du processus. Je sais que ceux qui veulent en savoir plus sur Breitling apprécient cela. Merci encore. Très bien, merci d'être venu, de nous aider à présenter notre travail et nous ressentons votre passion pour l'industrie horlogère. Alors merci pour ça, merci. Gagnons. Merci beaucoup.